לדוד Au cours du mois d'août 2008, le Rav David Messas, grand rabbin de Paris, a rencontré les plus hautes autorités rabbiniques du moment. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Aaron Leib Steinman, le Rav Michal Yehuda Lefkovitch, ainsi que le Rav Gershon Edelstein. Quelques jours auparavant, il rencontra une personnalité d'un tout autre genre, mais non moins remarquable, le roi du Maroc, Mohamed VI. Mon père avait été invité à la fête du trône afin d'y être décoré par le roi au grade de grand officier dans l'ordre du Wissam Alaouite. Étant le fils et un proche collaborateur de mon père, le grand rabbin David Messas, je fus convié à l'accompagner au Maroc. Instinctivement, je me munis d'un caméscope afin d'immortaliser sur la pellicule numérique les moments forts en émotion dont je pressentais la venue. Je décidai ensuite d'évoquer, à travers le film du voyage, l'histoire des lieux et des personnalités dont nous avions rappelé la mémoire. Quelques jours après notre arrivée au Maroc, nous nous rendîmes à Meknès, ville dans laquelle mes aïeux vécurent des siècles durant. La route de Casablanca à Meknès se fit en grande partie sur de très belles autoroutes. Elle nous permit de savourer les paysages brûlés par le soleil marocain, qui pour beaucoup nous rappelaient ceux du sud d'Israël. Nous ressentîmes une émotion particulière lorsque nous aperçûmes sur les panneaux indicateurs de l'autoroute les noms des villes de Fès et de Meknès. Dans un premier temps, l'opportunité d'aller sur les lieux où avaient vécu mes ancêtres ne m'émut pas particulièrement. Mais les jours passèrent et la date du départ approchant, une émotion certaine naissait en moi. Le premier contact avec la ville se fit lorsque nous aperçûmes au loin une des portes de la muraille. Alors avec mon père, ma mère et le chauffeur du roi, nous émîmes de nombreuses hypothèses pour savoir à quelle porte de la ville nous avions affaire. Les noms de Ouamzine, de El Mansour furent évoqués. Seul le véritable nom de cette porte ne le fut pas, à savoir Bab el Khamis. Le franchissement de la muraille allait nous permettre de découvrir la porte donnant sur l'ancien Mela, le mur d'enceinte de l'ancien cimetière, le Talmud Torah, ainsi que les premières maisons du nouveau Mela. La particularité de ce travail est qu'il est réalisé par un juif originaire du Maroc qui n'a jamais vécu en ce pays. En effet, j'ai vécu mon enfance à Paris, passé mon bac à la yeshiva d'Aix-les-Bains. J'ai ensuite intégré les yeshivot israéliennes. De retour à Paris, c'est auprès de Rav Nissim Revibo, Av Bet Din de Paris, que j'ai poursuivi mes études. Aujourd'hui, je suis en charge du Beth Midrash des rabbins de Paris et j'ai également la charge de la synagogue Beth Midrash à Ahavat Shalom, dans le 16e arrondissement. Ma formation ne me préparait donc en rien à partir à la recherche de la connaissance de mon ascendance marocaine. Cependant, je me suis laissé entraîner par un besoin irrésistible de savoir quelle a été la réalité de la vie juive des générations qui m'ont précédé. Les enseignements de mon père et de mon grand-père, Rabbi Shalom Messas, grand rabbin de Jérusalem et auparavant grand rabbin du Maroc, à la mémoire duquel j'ai réalisé un ouvrage retraçant sa vie et son action, ont certainement préparé et ouvert la voie à cette quête de savoir.
Immédiatement après notre arrivée, nous entreprîmes la visite de l'ancien cimetière de Meknès. Dès le porche de la muraille franchie, nous fûmes transportés hors du temps et de l'espace. Nous avions l'impression que le temps s'était arrêté, que pendant un instant nous pouvions communier avec ceux qui avant nous avaient permis au judaïsme de passer les générations. Nous fûmes accompagnés et guidés dans notre visite par le président des communautés juives du Maroc, M. Serge Berdugo. Chaque centimètre carré de l'espace que nous découvrions témoignait d'un passé extrêmement riche, d'une vie juive extrêmement intense. Chaque épitaphe, chaque pierre tombale était pour nous autant de témoignages de vie tout entière consacrés à Dieu, à la famille, à la communauté, à la tradition juive et au peuple d'Israël. Nous nous frayâmes un chemin à travers les tombes jusqu'à la salle mortuaire où étaient encore apposées majestueusement les photos de Rabbi Yehoshua Berdugo, ancien grand rabbin du Maroc, et celle de Rabbi Moshe Toledano, responsable de la Hevra Kadisha de la génération passée. Je crois que c'est le seul cimetière juif dans lequel on a construit des tombes à l'intérieur même des remparts. Ce cimetière est désaffecté depuis au moins 70 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de plaques, mais il y a un certain nombre de saints dont les tombes sont reconnues. Rabbi Raphaël Berdugo, Rabbi David Boussidan, Moul Karma, ce sont des saints sur lesquels qui ont des hilulotes tous les ans. Nous allâmes nous recueillir auprès des tombes de quelques-uns des saints qui reposent en ce cimetière. Le premier saint autour desquels nous priâmes est celui que l'on a coutume d'appeler le Malach, l'ange, Rabbi Raphaël Berdugo, qui vécut de 1747 à 1821. Cet illustre maître meknassi est un personnage incontournable de l'histoire juive de cette ville. Le premier point à rappeler le concernant est qu'il est à l'origine d'une œuvre scripturaire de première importance. Il rédigea des commentaires sur tous les textes de la Torah, sur le Pentateuque, le Memenuchot, sur la Bible, le Mesamech Elev, sur le Talmud, le Sharbit Hazahav, sur le Shulchan Aruch, le Torot Emet. Il rédigea de nombreux responsa qu'il réunit dans un ouvrage intitulé Mishpatim Yesharim. Il compila ses homélies et ses oraisons dans un ouvrage intitulé Rav Peninim. Il s'intéressa également à la philosophie juive et rédigea des commentaires sur les questions les plus complexes en un ouvrage intitulé Rokach Mirkachat. Il composa également une traduction de la Torah en judéo-arabe à l'intention des enfants, visant à remplacer celle qui avait cours en son temps et qui, de son point de vue, n'était pas assez précise. L'histoire de l'édition de ces ouvrages est assez incroyable. En effet, Rabbi Raphaël n'a pu éditer aucun de ses ouvrages de son vivant. Cependant, les manuscrits qu'il laissa à la postérité étaient prêts à être édités. Un siècle après son décès, 2 d'entre eux furent envoyés, l'un en Pologne, l'autre en Eretz Israël. C'est ainsi que le Mishpatim Yesharim fut édité en 1899 à Cracovie et qu'une première partie du Memenuchot fut éditée à Jérusalem en 1900. C'est en 1939 que Rabbi Shalom Messas, mon grand-père, et arrière-petit-fils de Rabbi Raphaël par sa grand-mère, reprend l'édition des manuscrits de son illustre aïeul. Il publie à Meknès le Torot Emet et fait imprimer à Djerba en 1942 le second volume du Memenuchot. En 1968, il édite le Rav Peninim à Casablanca et enfin, en 1990, le Mesamech Elev à Jérusalem. Notons
que Rabbi Raphaël a également une ascendance très célèbre. Il est le fils de Rabbi Mordechai Berdugo, 1715-1762, dont l'ouvrage Divrei Mordechai a été publié par Rabbi Shalom Messas à Meknes en 1948. Et le petit-fils de Rabbi Moshe Berdugo, 1679-1731, dont un des ouvrages, le Divrei Moshe, a aussi été publié par Rabbi Shalom Messas à Meknes en 1948. Les fils, petits-fils et arrière-petits-fils de Rabbi Raphaël ont également été des personnalités rabbiniques de premier plan. Il s'agit respectivement de Rabbi Mimoun Berdugo, auteur des Lev Mevin et Pnei Mevin, de Rabbi Yaakov Berdugo, auteur de Edut Beyaakov, et de Rabbi Yoshua Berdugo, grand rabbin du Maroc. Un jour, Rabbi Shalom nous dit qu'il pensait être le Gilgoul, une sorte de réincarnation de Rabbi Raphaël, qu'il pensait qu'il avait pour mission en ce monde de compléter l'œuvre que Rabbi Raphaël n'avait pu achever. Nous nous dirigeâmes vers la tombe de Rabbi David ou Rabbi Daoud Boussidan. Rabbi David Boussidan arriva à Meknes en 1780 avec 150 membres de sa communauté, après qu'ils eurent été dépouillés et chassés de leur village du Sahara, Tamlilt. Le grand rabbin de la ville, Rabbi Raphaël Berdugo, lui donna un terrain sur lequel il construisit sa synagogue et ouvrit une yeshiva. D'une piété sans bornes, il fut réputé miraculeux de son vivant. Il put maintenir sa yeshiva jusqu'à sa mort en 1832. Il fut invité par les rabbins de la ville à signer avec eux des takanot, d'importants décrets rabbiniques, avec ses frères Shmuel et Mimoun, rabbins à Ouazan et à Fez. Après sa mort, son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage à Meknes. La synagogue qui portait son nom était encore en service jusqu'à la grande vague de départ vers Israël au cours des années 60. La suite de notre pèlerinage nous conduit auprès de la tombe de Rabbi Chaim Regen, connu lui aussi pour sa sainteté, ainsi que pour avoir été le maître de nombreux rabbins de Meknes. Puis, nous allâmes prier auprès de la tombe de notre ancêtre, Rabbi Chaim Messas. Rabbi Chaim naquit à Meknes en 1843. Dès sa jeunesse, brûlait en lui une crainte du ciel extrêmement pure. Rabbi Chaim eut de nombreux disciples, dont Rabbi Raphaël Baruch Toledano et son propre fils, Rabbi Yosef Messas, et beaucoup d'autres qui furent dayanim, juges rabbiniques, et enseignèrent la Torah au Maroc et en Eretz Israël. Son livre Nishmat Chaim fut imprimé par son fils Rabbi Yosef Messas en 1949 et réédité par l'Institut Bnei Issachar grâce à son petit-fils, M. Eli Messas. Rabbi Chaim Messas quitta ce monde en 1904. L'espace était immense, le temps à notre disposition trop court, notre regard allait en tous sens, se posait sur toutes les pierres tombales. Très rapidement, les noms qu'elle portait nous furent très familiers. C'est cousin de ma grand-mère. On peut reconnaître les noms des familles Bodbol, Soudri, Toledano, Sebag. Nous prenions conscience que les patriarches des familles qui nous sont si proches se trouvaient en repos en ce lieu sacré.
Témoignage de Rabbi Shalom Messas sur les maîtres de Meknès. هو كانوا جوج اللي يجيبوا الكواد وحده دور على الكودي بحي المجال وعنده هو الكود بحي وعنده شريط تلميذي بحي المجال وبحي بدو بحي المجال كان أظن بدور ودي أرى بشوع بدو مرابي بيعرف شو اللي ياكله داك الدوكلو وهذا نور أسد بحي بدو عاد أرى صغار بيورق تلدا نور بيشوف مشان بيعرف شيء بيسمع عليه دابا عمي حليم كان كيجي راه تلميذات راهم مشاتهم مشان ما كيحضروا فيه كانوا ماشي مع اشكالو بالاخ سيد دابا وكان يجي واحد سالم خاي كان يجي واحد سالم خاي وحنيني ورجع كان يكبر منه كان دايرهم جبريل سالم Au début du XXe siècle, l'Alliance israélite universelle crée dans l'ancien Mela de Meknès une école primaire. Celle-ci sera ensuite déplacée dans le nouveau Mela. Soucieux de proposer à sa jeunesse un établissement scolaire moderne qui dispenserait un enseignement religieux de qualité, la communauté juive de Meknès, avec à sa tête Joseph Verdugo et son frère Eliezer Verdugo, président de l'association de la construction du Talmud Torah, se mobilise afin de construire, à l'entrée du nouveau quartier juif qui s'élève à proximité de l'ancien Mela, un bâtiment scolaire moderne. L'orientation pédagogique se voulait traditionnelle et moderne en même temps. Il s'agissait de montrer que l'enseignement des sciences exactes n'était pas en contradiction avec l'enseignement de la Torah. C'est dans cet esprit qu'en 1933, Rabbi Shalom Messas, alors âgé de 25 ans, fut appelé à diriger cette institution, alors que celle-ci comptait déjà plus d'1 millier d'enfants. Pépé Shalom a été directeur ici pendant 40 ans. Et les élèves, ils faisaient toute la scolarité ici, ils faisaient l'école primaire en 1 an ou 2. C'est pas quoi. Notre premier contact avec le Talmud Torah se fit par la porte d'entrée principale. Nous arpentâmes ensuite la façade du bâtiment et y entrâmes par une porte dérobée. En passant la porte, nous avions l'impression de faire un véritable saut dans le temps. Le vestibule dans lequel nous entrions était petit. Il donnait sur une pièce plus spacieuse. Très vite, nous nous rendîmes compte que nous entrions dans le petit oratoire de l'établissement. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous y découvrîmes un petit homme, à la chevelure et à la barbe blanche, affairé à lire des psaumes, qui fut extrêmement surpris par notre visite. Lorsque nous lui adressâmes la parole, il ne put nous répondre. Il nous expliqua par des signes qu'il était en train de faire le jeûne de la parole et qu'il ne pouvait dire aucun mot, hormis les psaumes qu'il récitait avec tant de ferveur. Mon père décida alors de réciter avec lui un psaume. Il fut très touché par le fait de se sentir accueilli en ce lieu qui berça son enfance par un texte du roi David dont il porte lui-même le prénom. C'est bien être accueilli par
Une armoire pleine de livres attira mon attention. Je demandai qu'on nous l'ouvre. Nous y découvrîmes des livres anciens, dont certains portaient le tampon de Rabbi Moshe El-Kriev. Mon père s'en saisit immédiatement et nous expliqua. La bibliothèque de mon grand-père, il avait une bibliothèque là, que la Meknès, avant la bibliothèque de Auschwitz, c'était rare, hein. C'était très rare. Et mon grand-père, comme il avait les moyens, il a mis une belle armoire, je me rappelle, au fond de la maison, et plein de livres. Et quand il est décédé, tous les livres de mon grand-père sont là. El-Kriev. Oh là là. Oui. De nouveau, chaque inscription sur les murs, chacune des lampes scellées dans le plafond de cette synagogue et rappelant la mémoire de disparus attirèrent notre attention. La réussite de cette école fut extraordinaire. À son apogée, elle compta plus de 3000 élèves. Les classes étaient grandes, le bâtiment toujours propre. Cependant, les méthodes, toutes modernes qu'elles étaient, nous étonneraient aujourd'hui. Chaque classe comptait près de 60 élèves. Outre les matières juives traditionnelles, on y enseignait l'hébreu moderne, la littérature hébraïque moderne et le français. Mon père entreprit ensuite la visite des demeures qui avaient marqué son enfance. La première fut celle de son grand-père maternel, Rabbi Moshe El-Kriev. Rabbi Moshe El-Kriev était un sage, un érudit. Il avait toujours un livre de Torah dans les mains. Il n'a jamais exercé le rabbinat. C'était un homme aux affaires prospères. Il avait beaucoup de respect pour la Torah. Et c'est tout naturellement qu'il donna en mariage sa jeune fille Jamila à un jeune Talmid Chacham, mon grand-père Rabbi Shalom. Il construisit une très belle demeure de style à l'entrée du nouveau Mela qui ne cessa de s'agrandir au fil des ans. Mon père y résida pendant plus d'une année lorsque, en 1949, mon grand-père, Rabbi Shalom, quitta Meknès et devint juge rabbinique à Casablanca. Très gentiment, les nouveaux occupants de la maison nous ouvrirent leurs portes afin que nous puissions revoir un instant ces lieux où notre famille a passé tellement de moments heureux. Puis, mon père partit à la recherche de la maison où il était né. Voir la maison où je suis né, C'est la maison où mon père a grandi, où j'ai grandi avec eux. Cependant, les façades des maisons avaient tellement changé qu'il ne put la reconnaître. Mais revenons un instant sur l'histoire du nouveau Mela de Meknès. Entre 1924 et 1930, le nouveau Mela fut édifié. Les rues y étaient larges, les maisons spacieuses et modernes. L'obtention du terrain, ainsi que celle des autorisations de construction, de raccordement des habitations au réseau d'eau et d'égout, ne put être obtenue qu'après de nombreuses péripéties. Puis, il fut très difficile de convaincre les Juifs de quitter le vieux Mela. Un atavisme séculaire faisait croire aux Juifs que leur sécurité ne pouvait être garantie qu'à l'intérieur d'un espace clos. En 1926, Rabbi Yehoshua Berdugo y édifie sa maison et la première synagogue de ce nouveau lotissement. Cela marquera le début d'un grand engouement pour ce quartier. La particularité de la communauté juive de Meknès en ce temps demeure son attachement viscéral aux valeurs du judaïsme traditionnel et à l'étude de la Torah. Nous avons déjà parlé de la création du Talmud Torah. Il nous faut maintenant évoquer l'action menée par un des grands sages de la ville, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui décide de fonder une importante école talmudique. À son apogée, cette institution comptait plusieurs centaines d'étudiants. En 1941, Rabbi Shalom Messas crée une association ayant pour objet l'édition des manuscrits des grands rabbins de la ville des générations passées, la Chevrat Dovev Siftei Yeshenim, dont voici le texte de la charte établissant ses objectifs. Chers corélégionnaires, la Société hébraïque de Meknès, Renaissance, Dovev Siftei Yeshenim, a l'honneur de porter à votre connaissance le but qu'elle poursuit.
Il y a longtemps, de pieux rabbins consacraient leur vie à la lecture et aux commentaires de la Torah. Ils ont laissé de nombreux manuscrits qui sont actuellement la proie des mythes. Notre société les tire de l'oubli et de la destruction en les éditant. Notre activité s'est révélée féconde puisque nous avons déjà publié beaucoup de livres. Nous nous proposons d'en éditer bien d'autres encore. Et à cet effet, nous faisons appel à votre piété et à votre générosité. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans l'effort que nous déployons. Il suffit pour cela de donner la somme hebdomadaire de 0,50 francs ou de 1 franc à votre gré. Cette contribution, et vous en conviendrez, bien modeste. Vous aurez accompli, il est à peine utile de le dire, une belle action. Notre société relève des œuvres du comité de la communauté et notre comptabilité est soumise à son contrôle. Signé les chefs de la société, président Rabbin Shalom Messas, adjoint Rabbin Jacob Berdugo. Texte daté du mois de Hadar 5701, soit mars 1941. En 1944, Rabbi Shalom Messas crée un centre de formation rabbinique à Meknes. Il crée l'Institut Keter Torah. La direction spirituelle de l'Institut est remise au célèbre Rav Yitzhak Sebag. De 1945 à 1955, le nouveau Méla de Meknes connaît un essor extraordinaire. Au cours de cette décennie, la communauté inaugure les locaux de son tribunal rabbinique, de la communauté juive, des immeubles pour l'habitat des indigents, une école professionnelle, les nouveaux locaux de l'association des anciens de l'Alliance. Des mouvements de jeunesse tels que l'OCV, l'organisation des colonies de vacances, le Kohar et le JJSM se développent. Nous entreprîmes la visite du nouveau cimetière juif de Meknes. Ces quelques moments passés dans ce lieu de mémoire vont nous permettre d'évoquer deux institutions majeures de la ville, la synagogue et le tribunal rabbinique. La première synagogue est celle de Rabbi Yoshua Berdugo, édifiée en 1926. Il la dirigea d'une main de fer, elle était richement décorée et fut maintenue en service jusqu'aux années 70. Une nouvelle synagogue voit rapidement le jour. Elle sera appelée simplement la Nouvelle Synagogue. Elle doit sa notoriété au fait que c'est en ces murs que Rabbi Yosef Messas faisait son cours hebdomadaire le Shabbat après-midi. En 1949, la synagogue Ohel Moshe voit le jour. Elle tranchait avec le style des autres synagogues. Elle avait des dimensions immenses, inspirées des synagogues algériennes. Les autres synagogues ont des dimensions bien plus modestes et sont à caractère strictement familial. Citons dans ce registre les synagogues Moshe El-Krief, Avraham Berdugo, Moshe Toledano, Moshe Azogi, Avraham Cohen, Mesod Toledano, etc. Une autre institution essentielle de la ville de Meknes est son tribunal rabbinique. Évoquons tout d'abord la figure de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui vécut de 1889 à 1971. Rabbi Raphaël Baruch Toledano accède en 1940 au poste de président du tribunal rabbinique de la ville lors du départ de Rabbi Yoshua Berdugo pour Rabat, à l'occasion de sa nomination à la charge de grand rabbin du Maroc. Il publia à la fin de ses jours un Kitzur Shulchan Aruch, précis des lois juives, dans lequel il expose le détail des coutumes des juifs marocains. Au moment des grands départs en Israël, il ne ménage aucun effort pour s'assurer que les jeunes qui quittent sa ville pour la Terre Sainte seront placés dans des institutions religieuses. Après avoir œuvré au Maroc pendant plus de 50 ans, il se rendit en Israël, à Bnei Brak, où il y créa une yeshiva, Ohel Moshe. Une autre figure centrale du tribunal rabbinique de la ville est Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas vécut de 1892 à 1974. Il est appelé à diriger en 1924 la communauté juive de Tlemcen en Algérie. Il rentre à Meknes en 1940 pour y siéger dans son tribunal rabbinique. Nous l'avons déjà évoqué, ses sermons attiraient les foules tous les samedis après-midi. En 1962, il est nommé grand rabbin de Haïfa en Israël. Il est l'auteur de Responsa
dans lesquels il fait preuve d'originalité et d'audace afin de proposer des solutions halachiques reconnues à des situations extrêmement complexes. Son œuvre la plus surprenante est la publication de son importante correspondance qui s'étale sur plus d'un demi-siècle en 3 volumes, le Otsar Hamirtavim. Rabbi Yosef a laissé de très nombreux manuscrits qui ont la particularité de ne pas avoir besoin d'être édités. Ils sont aujourd'hui reproduits à partir des manuscrits eux-mêmes, tant la qualité de sa calligraphie est extraordinaire et les enluminures qu'il réalisait de ses propres mains, magnifiques. Évoquons enfin la figure de Rabbi Yehoshua Berdugo, qui vécut de 1878 à 1953. Il fut le président du tribunal rabbinique de Meknès pendant plus de 37 ans, jusqu'à son installation à Rabat en 1940, après sa promotion au poste de grand rabbin du Maroc. Rabbi Yehoshua était doté d'une grande intelligence et d'une autorité naturelle exceptionnelle. Il fut un exemple et un guide pour ses coreligionnaires. Joseph Berdugo naquit en 1899. Il présida la communauté juive de Meknès de 1937 jusqu'à son décès en 1968. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il s'oppose au régime de Vichy et réussit à faire parvenir de l'aide aux juifs européens détenus dans les camps de travail forcés. Il est co-signataire de la lettre adressée au sultan, lui faisant part des inquiétudes de la communauté juive. Après l'indépendance, il milite pour l'octroi de la nationalité marocaine aux juifs du Maroc. Il fut pendant 6 ans membre du gouvernement et fut décoré par le roi de l'ordre du Wissam Alaouite et de la Légion d'honneur. Rabbi Mimoun Messas vécut de 1875 à 1949. Rabbi Mimoun est le père de mon grand-père, Rabbi Shalom Messas. Il perdit son propre père à l'âge de 8 ans. Avec sa mère, il rejoint la maison de son grand-père maternel, Rabbi Yaakov Berdugo, qui l'éduqua comme son propre fils. Rabbi Mimoun devint un grand Talmid Racham. Étant le neveu de Rabbi Yehoshua Berdugo, il ne pouvait siéger avec lui au tribunal rabbinique de la ville. Il n'en fut pas moins un notaire rabbinique de grande renommée. Il rédigea un ouvrage sur tous les types de contrats existants dans le droit rabbinique intitulé Otzrot Shamaim. Rabbi Mimoun était aussi un homme de paix qui s'était spécialisé dans le soutien aux couples en difficulté. Il dirigeait la synagogue familiale à Meknès. Il maîtrisait parfaitement la liturgie traditionnelle. Le son de sa voix transperçait les cœurs. Nous quittâmes le Mela pour nous rendre en ville nouvelle. Celle-ci se développa avec l'instauration du protectorat en 1912. L'évolution positive du statut des Juifs connaît cependant ses limites. Ainsi, le 2 septembre 1937, une émeute anti-française éclate à la place El Hadim. Plusieurs Marocains sont tués et des dizaines de soldats blessés. S'ensuit une descente des Arabes contre les commerces juifs qui ne fait pas de tués, mais occasionne la ruine de nombreuses familles juives de Meknès. C'est à l'occasion de cette émeute que le résident général répondit à un juif réclamant à la France la réparation des préjudices subis. Croyez-vous que le protectorat ait été créé pour les juifs ? En ce temps, les jeunes adolescents, après avoir suivi les cours du cycle élémentaire au Nouveau Mela, poursuivaient leurs études secondaires en ville nouvelle au lycée Poimero. Je traversais ça 4 fois À par jour. pied. On allait au lycée à pied. Du Mela jusqu'à 4 km à pied. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, la vague déferlante de l'antisémitisme européen trouve un certain écho au Maroc. Les Juifs marocains forment des sections locales de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. En novembre 1940, les autorités françaises font promulguer un daïr instaurant l'exclusion des Juifs de l'administration, des professions libérales, des écoles et des lycées et leur interdiction de l'accès à la piscine municipale.
Enfin, ce daïr institue que les juifs ne recevraient de rations alimentaires qu'une fois les chrétiens et les musulmans servis. Le 5 août 1941, un nouveau daïr ordonne le recensement général des juifs du Maroc et la déclaration intégrale de leurs biens. Le 19 août 1941, un daïr interdit aux juifs de résider en ville nouvelle. Rappelons que le roi Mohamed V et la population marocaine ont eu une attitude remarquable envers les juifs au cours de cette période. Les Américains arrivent au Maroc en novembre 1942. Les Juifs deviennent les partenaires privilégiés des libérateurs. Notons que ce n'est que le 14 mars 1943 qu'une ordonnance abolit toutes les discriminations existant à l'égard des Juifs. En 1949, Rabbi Shalom Messas est nommé juge rabbinique à Casablanca. En 1950, sa famille le suit. Les liens de ma famille avec Meknes sont alors interrompus, mais l'empreinte qu'elle laisse sur nous est ineffable. Évoquons à présent l'histoire des Juifs de Meknes au début de la seconde moitié du XXe siècle. En 1948, Meknes compte 14 000 Juifs. On compte parmi les plus influents d'entre eux Joseph Berdugo, Jom Regen, Amor Diane. Ils sont céréalistes. Ils achètent le blé des musulmans pour le revendre aux Européens. Le commerce en Médina, en ville arabe, se poursuit et l'artisanat est toujours présent, même s'il connaît de profondes mutations du fait des importations de produits manufacturés et du développement des techniques modernes. Après l'expulsion de Mohamed V en 1953, des émeutes à caractère ouvertement antisémite éclatent à Petit-Jean, à quelques kilomètres de Meknes. 5 Juifs de Meknes sont sauvagement assassinés et leurs corps brûlés. Ces meurtres sont à l'origine de départs massifs de Juifs pour la Terre Sainte. Lors de l'indépendance du Maroc, le roi rassure les Juifs et affirme leur égalité. Il nomme au ministère des Postes un membre éminent de la communauté juive, le docteur Benzaken. Cependant, l'idylle est de courte durée. La fermeture des bureaux d'immigration vers Israël, l'expulsion des émissaires israéliens, la restriction de l'octroi de passeports aux membres de la communauté juive créent un véritable climat d'insécurité. En 1959, le Maroc entre dans la Ligue arabe. Il interrompt ses relations postales avec Israël. Le mot d'Israël devient tabou. Les articles et les déclarations à caractère antisémite se multiplient. En 1960, la visite de Nasser au Maroc est à l'origine de troubles antisémites importants à Casablanca. En 1961, 44 émigrants clandestins disparaissent dans le naufrage de leur frêle embarcation. Cette affaire met sur la place publique le problème de la liberté de circulation des hommes et des biens au Maroc. Un mois plus tard, des tracts sont diffusés dans tout le Maroc, appelant la communauté juive à communier avec la mémoire des défunts. Des poseurs d'affiches sont arrêtés, torturés. L'un d'entre eux succombe au mauvais traitement. L'émotion est à son comble. Mohamed V décède le 26 février 1961. Les Juifs sont terrorisés. Pour eux, le roi était leur dernier rempart contre les actions antisémites. À Meknes, ils forment un grand cortège funéraire. Leur participation publique au deuil national aura un effet extrêmement positif sur l'opinion publique. Hassan II est intronisé le 3 mars 1961. Il comprend que l'attitude de son pays aura des conséquences néfastes sur ses relations avec le monde occidental. Il libère discrètement les prisonniers juifs sans jugement et les Juifs recouvrent une liberté quasi totale de mouvement. Beaucoup quittent alors le Maroc. En 1967, la guerre des 6 jours a des conséquences catastrophiques sur la vie juive au Maroc. 2 Juifs sont assassinés à Meknes. La réaction des autorités est tardive. Un profond malaise s'installe. Les départs s'amplifient et touchent cette fois la couche la plus instruite des Juifs marocains. En 1980, la communauté juive marocaine n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cependant, la politique marocaine envers les Juifs évolue. De bonnes relations se créent de nouveau entre le pouvoir et les Juifs marocains. Il n'en demeure pas moins que la présence juive au Maroc, qui est toujours vivante et respectée, se réduit d'année en année.
nous prîmes ensuite la direction de Fès pour y assister à la fête du trône. Ces instants passés sur les routes marocaines nous permettent d'évoquer brièvement quelle fut l'histoire des Juifs du Maroc. L'installation des Juifs au Maroc est très ancienne. Certains vestiges archéologiques attestent l'existence d'une présence juive au Maroc depuis l'an 70, lors de la destruction du Second Temple de Jérusalem. L'histoire des Juifs du Maroc est très fluctuante. Elle connut des périodes heureuses et d'autres de souffrances extrêmes. Fès, la belle ville de Fès. Elle fut fondée en 810 par le sultan Idriss. Elle accueillit dès sa création une importante communauté juive. La fin du premier millénaire est marquée par la période de domination idrisside, au cours de laquelle les Juifs vécurent de façon heureuse et prospère. De 1032 à 1250, les Irides, les Almoravides et les Almohades maltraitent les Juifs du Maroc. Les Almohades les obligèrent même à se convertir à l'islam ou à prendre le chemin de l'exil. Puis, les communautés juives se restructurent au cours du règne des Mérinides. En 1465, des massacres de Juifs ont lieu dans l'ensemble des villes du Maroc. La communauté juive marocaine semble alors une nouvelle fois vouée à une disparition certaine. L'expulsion des Juifs d'Espagne va être à l'origine de sa renaissance. De 1492 à 1500, les sultans marocains ouvrent leurs portes aux Juifs expulsés d'Espagne. Leur nouvelle implantation est très pénible. Ils sont attaqués sur les routes par les chrétiens installés au Maroc. Le feu ravage les installations précaires mises à leur disposition. Ils sont touchés par la maladie et la disette. Cependant, certaines attentions des sultans leur permettent de survivre à ces difficultés. De 1510 à 1578, le Maroc connaît une période de guerre fratricide, au cours de laquelle les communautés juives sont rudement éprouvées. Ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle, sous le règne de Ahmed el-Mansour, issu de la nouvelle dynastie saadienne, que la situation politique redevient favorable aux Juifs. C'est la période dite des marchands du sultan. Au début du XVIIe siècle, de nouveau, les guerres de succession font rage. Les lourds impôts, associés à des sécheresses, sont à l'origine d'une mortalité importante parmi les populations juives. En 1666, c'est l'avènement de la dynastie alawite qui règne encore de nos jours sur le Maroc. À notre arrivée à Fès, nous nous installâmes au palais Jamaï, où le palais royal avait réservé 2 très belles suites à notre attention. Le palais Jamaï fut construit en 1879. Il fut le joyau d'un ensemble de demeures que possédaient les hauts dignitaires de la famille Jamaï. Entouré d'un très beau jardin andalou, parfumé par des mandariniers et des citronniers, agrémenté de fontaines de céramique et de terrasses carrelées en étages, l'hôtel est un véritable havre de paix. Et cela, malgré le fait qu'il soit situé à quelques pas de la Médina, la plus grande et la plus active du pays. Transformé en hôtel dans les années 30, il s'adjoint au début des années 70 une nouvelle aile édifiée dans le parfait respect du style original. À peine remis de notre voyage, nous nous rendîmes au centre communautaire juif de Fès. Une grande soirée y était organisée en l'honneur de la fête du trône. Tous les membres de la communauté juive de Fès y étaient invités. Mon père y rencontra le grand rabbin du Maroc, Rabbi Aaron Monsonego, avec lequel il eut un échange fort chaleureux. Serge Berdugo, président des communautés juives du Maroc, profita de la présence des responsables des communautés juives du Maroc à Fès pour organiser un important conseil auquel mon père prit part. C'est avec un grand plaisir que je confère la réunion aujourd'hui ici sous la présidence de notre ami Serge. Le minhag du Maroc est le minhag, non seulement de l'Église, mais celui du Maroc et des séparadis, face à un certain, je ne peux pas dire dénigrement, en tout cas au moins une certaine réserve qui a été prise par les rabbinim avant mon père, qui voulaient faire croire qu'à partir du moment où nous sommes en Israël ou ailleurs, la première des choses que nous devons oublier que nous étions au Maroc, que nous avions des traditions qui remontent à nos patriarches et qui font qu'aucune tradition dans la halakha n'existe dans la vie religieuse du Maroc qui n'ait été fondée sur le plan de la halakha et la décision rabbinique. Au lendemain matin, avant de partir pour la fête du trône,
mon père dédicaça à l'attention de Sa Majesté le roi du Maroc le livre que j'ai pu réaliser en l'honneur de mon grand-père, Rav Shalom Messas. Il eut des mots fort chaleureux à son égard. À Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, avec notre très grande considération et nos sentiments de déférence, de respect, de reconnaissance pour l'œuvre extraordinaire que vous réalisez au Maroc et dans le monde, qui sera un exemple de paix et de tolérance pour l'ensemble des nations. Puisse Dieu vous assister toujours et continuer à vous éclairer pour le bien de l'humanité. David Messas, grand rabbin de Paris. Puis nous parcourûmes les rues de Fès en direction du palais royal. Ces quelques instants dans les rues de Fès nous permettent d'évoquer les grandes figures rabbiniques de cette ville. La première est celle de Rav Yitzhak El-Fassi, 1013-1103. Il créa à Fès au milieu du XIe siècle une importante académie talmudique. Il est un des premiers rabbins post-talmudiques à avoir écrit un ouvrage rendant des décisions précises sur les questions évoquées dans le Talmud. Rabbi Yosef Karo s'inspirera de son œuvre pour réaliser le Shulchan Aruch. Puis, c'est à la figure de Maïmonide qui naquit à Cordoue en 1135 que nous pensâmes. Très jeune, Maïmonide fuit sa terre natale du fait des persécutions almohades. Avec sa famille, il se réfugie à Fès. Les persécutions almohades le contraindront à fuir une nouvelle fois. Après avoir résidé à Tibériade, il finira ses jours au Caire en 1204. Les travaux de Maïmonide sont des œuvres de référence dans deux domaines distincts, le droit rabbinique et la philosophie du judaïsme. En 1492, c'est la terrible expulsion des Juifs d'Espagne. De nombreux exilés s'installent à Fès. On les appelle les Mégorachim. Ils imposent leurs coutumes et leur leadership sur le devenir des communautés juives du nord du Maroc. Parmi eux figurent les familles Abendanan, Ankawa, Monsonego, Serfati, Serero, Abensour et Benaïm, qui produisent de nombreux sages de la Torah qui tous illuminèrent la ville de leur grande sagesse. En l'an 2000, la famille Abendanan se mobilise et restaure avec le soutien de l'UNESCO la synagogue familiale de Fès. Très gentiment, la télévision marocaine nous remit les images tournées par ses équipes. Sa Majesté Mohamed VI avait auparavant présidé une réception au Palais Royal de Fès. À cette occasion, le souverain a décoré plusieurs personnalités marocaines et étrangères de Wissam royaux. L'ex-premier ministre Delejato s'est ainsi vu décoré du grand cordon du Wissam El Arsh. Le directeur du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn du grand cordon du Wissam Alawit et l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Ben Issa du Wissam El Arsh de l'ordre de grand officier. Le souverain a également décoré à cette occasion des personnalités juives d'origine marocaine. Il s'agit du grand rabbin de Paris, David Messas, décoré du Wissam Alawit de l'ordre de grand officier, et du président de la deuxième chaîne de la télévision israélienne, Yehuda Lankri, décoré quant à lui du Wissam El Arsh de l'ordre d'officier. Cette décoration montrait aussi la volonté du nouveau roi de perpétuer la relation privilégiée qui existait entre la dynastie alawite et la tradition rabbinique de la famille Messas. Mon grand-père, Rabbi Shalom Messas, a fait partie de la délégation rabbinique qui est allée à la rencontre de Mohamed V lors de son retour d'exil. Sous le règne de son fils, Sa Majesté Hassan II, Rabbi Shalom était invité chaque année à participer aux festivités liées à la fête du trône. Enfin, une très émouvante rencontre eut lieu à Paris entre Hassan II, mon père, et mon grand-père, lorsque le roi reçut en la capitale de la France ceux de ses sujets qui avaient émigré en ce pays. De toute évidence, cette décoration célébrait également une lignée rabbinique prestigieuse issue du Maroc. En effet, mon grand-père, Rabbi Shalom Messas, est né à Meknes en 1909. Il fut nommé en 1949 juge et président du tribunal rabbinique de Casablanca, avant d'être promu grand rabbin du Maroc. En 1978, il est élu grand rabbin de Jérusalem, fonction qu'il remplit avec majesté jusqu'à son décès en 2004, à l'âge de 94 ans,
après avoir présidé à la destinée religieuse de la ville sainte pendant plus de 26 ans. Cette invitation célébrait le parcours d'un enfant du pays à qui de très hautes responsabilités religieuses ont été confiées. Ainsi, après avoir été formé dans son enfance par un illustre maître de Meknès, Rav Yitzhak Sebag, et après avoir grandi dans l'entourage des grands sages de la ville, auprès de son père Rabbi Shalom Messas, mon père quitta le Maroc au cours des années 50 pour la yeshiva d'Aix-les-Bains, où il put bénéficier de l'enseignement d'un maître non moins illustre, Rav Chaim Chaikin. Après le Rav Chaikin, c'est le Rav Issachar Meir qui fut le maître de mon père. Directeur du lycée yeshiva de Tanger, mon père suivait tous les jours l'enseignement de ce grand Rav en provenance d'Israël dans l'institution talmudique qu'il avait créée en cette ville. C'est à Casablanca que mon père est appelé pour initier et diriger un important lycée yeshiva. En 1968, c'est l'installation à Paris. Le baron Alain de Rothschild confie à mon père la direction du centre Edmond Flegg, situé en plein centre du quartier latin. En 1970, il prend la direction de l'école Maïmonide. Quelques années plus tard, il est nommé directeur du centre des étudiants de la rue Kippatin. En 1986, mon père prend la direction de la synagogue Berit Shalom. 5 ans plus tard, il est nommé grand rabbin de Genève. De nouveau, 5 ans plus tard, il est élu grand rabbin de Paris, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Il a débuté avec l'aide de Dieu son 3e septennat en janvier 2009. Le récit de ce voyage n'a pas pour seul objet de mieux faire connaître aux Juifs de Meknès leur histoire. Il est plutôt un exemple de ce que nos maîtres appellent le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Il montre comment une communauté juive a pu pendant près de 2000 ans traverser les siècles en préservant sa singularité, ses valeurs et sa foi. Et cela malgré les vicissitudes et les persécutions dont elle fut parfois l'objet. Ce film rappelle aussi les relations d'estime et de respect mutuel qui lient la communauté juive d'origine marocaine à la dynastie alaouite. Il rappelle aussi l'attachement de cette communauté à la terre d'Israël où émigrèrent un nombre très important de ses membres. Enfin, ce film permettra à tous ceux qui, comme moi, ont nourri leur savoir religieux et rabbinique aux sources du judaïsme européen, de prendre conscience qu'il existe au sein du judaïsme séfarade des auteurs et des personnalités rabbiniques de premier plan, et qu'il est de notre devoir, en tant qu'héritier de cette tradition, de faire en sorte que cet enseignement soit toujours une source de lumière. Ainsi, cette tradition sera aujourd'hui et demain encore une tradition en marche. לדוידשי
Bonjour. J'ai été invité par le roi du Maroc, accueilli comme un hôte. Le roi du Maroc, ça veut dire beaucoup d'égards, avec beaucoup d'amitié, presque de la fraternité, je peux dire. Et j'étais entouré par Sa Majesté le Roi et par tous ceux qui sont proches de lui pour que mon séjour au Maroc soit extrêmement agréable et en même temps fructueux et plein d'émotions. Voilà. J'ai retrouvé tous les lieux de mon enfance. J'ai retrouvé tous les investissements que ma famille, que mon père, ma mère, la famille de mon père, la famille Messas, la famille de ma mère, la famille Berlugo, et toutes les grandes familles de Meknès sont revenues dans ma mémoire et je les ai revus comme s'ils étaient présents et vivants encore aujourd'hui. C'est un retour au passé, mais en même temps c'est un passé qui devient vivant à partir du moment où vous allez retrouver des lieux dans lesquels s'est passée une vie extrêmement heureuse, extrêmement active, extrêmement riche, extrêmement constructive, très, très positive. Une jeunesse, je peux dire, dorée, non pas par le confort de la vie, mais par l'ambiance exceptionnelle qu'il a vécue dans ce village de Meknès, dans la ville de Meknès, avec des amis, avec la famille. C'était un moment non seulement de bonheur, mais aussi et surtout un moment d'une richesse à la fois psychologique, mentale, spirituelle, exceptionnelle. J'ai revu la maison où je suis né, la maison où j'ai grandi, et tous les souvenirs de la jeunesse, le thème de Torah dans lequel j'ai été, dans les écoles que j'ai fréquentées, les rabbins qui m'ont enseigné. Et en comparaison avec ce que nous avons vécu par la suite, lorsque nous avons quitté notre lieu de naissance, je peux dire que notre jeunesse a été construite sur des bases extrêmement solides, très fortes, parce que c'était une vie à la fois d'émotion, de joie, de partage, de solidarité. Les maisons du Mela étaient des maisons ouvertes, des maisons du Mela étaient des maisons d'accueil, et le centre du Mela était un centre de rencontre de tous, aussi bien le Shabbat que les jours de fête, que tous les soirs de la semaine. Et on allait de synagogue en synagogue, de maison en maison, de fête en fête. Évidemment, on avait beaucoup de temps aussi pour étudier, et on étudiait énormément. J'ai vu par exemple la maison de mon grand-père, maternel, un petit palais à l'oriental, dans lequel il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de fêtes, beaucoup de moments extrêmement agréables, mais toutes empreintes d'un esprit, je peux dire, c'est vrai, un esprit religieux, un esprit d'émotion religieuse et un esprit de communion avec l'ensemble des présents qui étaient là. J'ai revu le thème du Torah, où j'ai passé quand même la grande partie de ma jeunesse, où j'ai évidemment, à l'âge de 4 ans, je savais déjà lire, pas écrire, mais lire certainement, je pouvais traduire en judéo-oral le texte de la Torah, et par la suite, et jusqu'à l'âge de 12 ans, dans ce thème du Torah, où nous avons appris, je peux dire, du matin au soir, c'est-à-dire après la synagogue le matin, jusqu'au soir, à la tombée de la nuit, presque, la journée tout entière. Coupé évidemment par 2 heures de récréation entre midi et 2 heures, qui se passait de la manière suivante, 1 heure pour le déjeuner et 1 pour un match de foot. On a un match de foot avec nos amis, et comme on n'était pas extrêmement riche, hein, les baskets, on n'en avait pas, les chaussures c'était le même, mais même le ballon c'était une chaussette qu'on organisait comme un ballon et qui servait de balle pour jouer des matchs très difficiles entre nous, pour voir qui pouvait gagner, rentrer à l'après-midi en sueur dans les classes. Évidemment c'était un petit peu difficile de reprendre les cours, mais étant donné la vigilance des rabbins, des maîtres, etc., et en même temps l'intérêt que l'on portait à l'étude, tout se passait très bien. Il n'y a pas, je crois, quelqu'un qui a vécu avec Meknès, qui est passé par ce terme de Torah, qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas la Torah, qui ne connaît pas le judaïsme, qui ne connaît pas
les prières presque par cœur. Et je peux dire que la communauté a été construite spirituellement autour de cet hôpital. J'ai revu toutes les synagogues, j'ai revu les endroits dans lesquels les jeunes se promenaient, le samedi soir, le Shabbat après-midi. J'ai revu même, je peux dire, tous les alentours du Mélède de Meknès, la Médina, Ramzil, la Ville Nouvelle. Eh bien, c'est toutes les réminiscences de cette belle jeunesse, avec le visage de mon père, le visage de mon grand-père, avec tous les rabbins, Rabbi Yosef Messas, Rabbi Baruch Toledano, l'autre, Rabbi Baruch Toledano, tous mes maîtres qui étaient ici. Et effectivement, au centre de tout cela, la famille Berdugo, avec le grand rabbin du Maroc, appelé le Shoah Berdugo, qui était au centre, je peux dire, de la ville, et le centre de la vie juive de la ville. Voilà ce que je peux vous dire, mais en même temps, avant de rentrer à Fès, dans lequel la cérémonie de la remise de la médaille, une des plus grandes médailles, la Wissam Alaoui, décernée par le roi lui-même, pour honorer et honorer à travers moi le judaïsme marocain, nous sommes quand même passés par la visite des cimetières, et je peux dire que le fait de trouver la tombe de Rabbi Raphaël Bernou, de Rabbi David Boussida, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, les frères de mon arrière-grand-père, tout cela, non seulement a remis en mémoire, mais en même temps, tous ceux qui habitent ces cimetières, je peux dire aujourd'hui, qui sont des géants de la Torah, des géants de la spiritualité juive. Et dans le nouveau cimetière, j'ai pu évidemment voir la tombe de mon grand-père, de mes grands-pères, et surtout le mausolée dans lequel se trouve Rabbi Yoshua Berdugo, qui est entouré avec des honneurs tout à fait exceptionnels. J'ai quitté Meknès en emportant avec moi beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie, parce que heureuse notre jeunesse et notre vieillesse qui n'a pas fait honte ni à notre jeunesse, ni à notre jeunesse à notre vieillesse. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ça me donne envie de revenir maintenant, encore une fois, à Meknès, à Casablanca, pour que je puisse me ressourcer, je peux dire même spirituellement, dans les visites que j'ai faites dans tous les lieux de la vie, de la grande synagogue dans laquelle je me suis marié, et mon père était grand maître de Casablanca, et moi j'étais un jeune directeur du lycée Yeshiva. Je profite pour dire combien le roi du Maroc, Mohamed VI, nous a honorés, nous a entourés, et je peux dire de sa sollicitude, et en même temps de sa proximité, où il s'est intéressé à tous les membres de ma famille, où il a rappelé les souvenirs de mon père, et il a rappelé aussi tout le travail que j'ai fait depuis que j'ai quitté le Maroc, aussi bien à Paris, puis après à Genève, comme grand maître de Genève, puis après encore ici à Paris, en tant que grand maître de Paris. Et tout cela a été pour lui une sorte d'élément qu'il considérait comme une sorte de fierté pour les Marocains et pour le roi du Maroc, d'avoir un de ses fidèles qui a vécu au Maroc, avoir une carrière engagée dans la vie publique et en même temps dans la vie rabbinique, je peux dire, qu'il considère comme un sacerdoce de responsabilité et de partage. Merci beaucoup.